Maintenant, la question que vous allez me poser, ouais, je blablate, ouais, ce gars-là, il parle trop, il jacque trop, mais il ne nous dit rien de concret. Il ne nous parle pas de Bill Gates. Il ne nous dit pas comment Bill Gates a volé tout ça. C'est là que ça commence pas à devenir intéressant. La question qui se pose maintenant, comment est-ce que Bill Gates a volé Kildall? Parce que jusque-là, CPM n'a rien à voir avec Windows. On est d'accord, c'est pas le même nom. Mais comment est-ce que ça a été possible? Je vous en parle. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, de mon côté aussi ça va. Bienvenue dans cette vidéo, c'est ta première fois de découvrir ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification, partage autour de toi et surtout reste jusqu'à la fin pour savoir ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, est-ce que Windows appartient réellement à Bill Gates? C'est la question à laquelle tout le monde est venu trouver réponse parce que vous l'avez vu sûrement sur la miniature, c'est mentionné que Bill Gates est un voleur et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas Bill Gates, rapidement, de son vrai nom, William Henry Bill Gates, il est né le 28 octobre 1955 à Seattle, en Washington. C'est un entrepreneur américain, développeur de logiciels, auteur et philanthrope. Il est surtout connu pour la cofondation de Microsoft. Alors, comme je le disais tantôt, comment est-ce que cette personne-là, c'est-à-dire comment est-ce que Bill Gates a volé, a escroqué, prenez-le comme vous voulez, mais comment est-ce qu'il a fait en sorte que Windows devienne sa propriété? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour essayer de comprendre. Surtout, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce qu'il y aura plus de vidéos comme celle-ci qui vont finir par sortir. Mais bien avant de parler de Bill Gates, je vais vous faire découvrir une personne qui aurait été en quelque sorte le vrai propriétaire de Windows. Il s'agit de Gary Kildall. Alors, qui est Gary Kildall? De son vrai nom, Gary Allen Kildall, né le 19 mai 1942 à Seattle, Washington. C'était un homme dont les innovations ont ouvert la voie à l'ère des micro-ordinateurs. Bien que moins connu du grand public que des figures comme Bill Gates, Steve Jobs, Kildall a joué un rôle crucial dans l'évolution de l'informatique personnelle. Donc, Kildall a grandi d'abord à Seattle. Il s'est rapidement intéressé aux mathématiques et à l'électronique. Il a étudié à l'université de Washington où il a obtenu un diplôme en mathématiques. Plus tard, il a poursuivi un doctorat en informatique, devenant ainsi un pionnier dans ce domaine naissant. Au début des années 1990, Kildall a travaillé comme instructeur pour la Naval Postgraduate School à Monterey, en Californie. Pendant ce temps, il a commencé à expérimenter avec des microprocesseurs et à développer un intérêt pour le système d'exploitation. En 1973, Kildall a écrit le premier système d'exploitation pour microprocesseurs appelé CPM, ce qui veut dire tout simplement par définition en anglais Control Program for Microcomputers. Ce système d'exploitation a permis aux ordinateurs personnels d'utiliser des disquettes pour stocker et exécuter des programmes et tout ça. Donc c'était une innovation majeure à l'époque. Et plus tard, en 1976, Kildall a fondé Digital Research Inc., son système d'exploitation qui est CPM. Le système d'exploitation est rapidement devenu plus populaire parmi les premiers fabricants de microprocesseurs et Digital Research est devenu un leader du marché. CPM établit les normes pour les interfaces, l'utilisation et les architectures logicielles, influençant profondément le développement des systèmes d'exploitation ultérieurs. Donc, Kildall a fondé Digital Research, comme je le disais tantôt, pour commercialiser CPM, donc ce qui a propulsé son entreprise naturellement à un niveau high level, quoi. C'est-à-dire son entreprise s'est retrouvée au sommet du marché des systèmes d'exploitation. Maintenant, la question que vous allez me poser, ouais, je blablate, ouais, ce gars-là, il parle trop, il jacque trop, mais il ne nous dit rien de concret. Il ne nous parle pas de Bill Gates. Il ne nous dit pas comment Bill Gates a volé tout ça. C'est là que ça commence pas à devenir intéressant. La question qui se pose maintenant, comment est-ce que Bill Gates a volé Kildall? Parce que jusque-là, CPM n'a rien à voir avec Windows. On est d'accord, c'est pas le même nom. Mais comment est-ce que ça a été possible? Je vous en parle. À la fin des années 1970, IBM, un géant de l'informatique, préparait le lancement de son premier ordinateur personnel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, IBM, c'est un géant, comme je viens de le dire, de l'informatique. Donc, ils fabriquent des ordinateurs. Donc là, ils étaient en train de préparer un nouveau ordinateur où ils vont intégrer juste un microprocesseur à l'intérieur au lieu des gros processeurs comme à l'époque. Conscient de l'importance croissante des micro-ordinateurs, IBM cherchait donc un système d'exploitation pour son nouveau produit. Donc, le choix initial s'est naturellement porté sur CPM, qui était le leader du marché à l'époque. C'est là que ça commence par devenir intéressant. En 1990, IBM a contacté alors Digital Research pour discuter d'une licence de CPM pour leur PC. Voilà, je l'avais dit, Digital Research c'était pour commercialiser CPM. C'est l'entreprise de Gary Kildall qu'il a fondé pour pouvoir commercialiser son système d'exploitation qui est CPM. Donc en 1980, IBM a contacté Digital Research pour discuter d'une licence de CPM pour leur PC. Donc la légende raconte que voilà, Kildall était absent lors de cette rencontre cruciale. Il était occupé tout simplement à piloter son avion, une de ses passions personnelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est Dorothy
Mark Ewen, épouse de Kildall et cadre chez Digital Richesse, qui a rencontré les représentants d'IBM. Bah oui, vous allez me demander comment est-ce possible, toi on te contacte pour essayer de trouver un accord pour nous commercialiser ton produit avec une grande entreprise. À l'époque, tu contactes pour essayer de leur commercialiser ton produit. IBM, c'était une grande entreprise à l'époque, mais à la place, toi, tu étais occupé à piloter un avion. Vous voyez pas un peu? Mais moi, je sais pas pourquoi. Il a poursuivi sa passion et sa passion va plus tard le noyer. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, c'était sa femme, Dorothy McEwen, épouse de Kildall et cadre chez Digital Richesse, qui a rencontré les représentants d'IBM. Dans les négociations, ont rapidement rencontré des difficultés. IBM proposait des termes de contrat stricts, incluant des clauses de confidentialité et des exigences de propriété intellectuelle que McEwen jugeait trop inacceptables. Tandis la femme de Kildall, elle jugeait que c'était pas inacceptable pour elle. Donc le manque de flexibilité de part et d'autre a conduit à une impasse. Donc Kildall et sa femme ne se rendent pas compte qu'ils viennent de rater l'opportunité de leur vie. C'est exactement en ce moment que Bill Gates va entrer en jeu. Ah oui. Face à l'échec de la négociation avec Digital Richesse, IBM a approché dans ce cas Microsoft, une entreprise alors connue principalement pour son langage de programmation basique. Donc Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a saisi tout simplement l'opportunité malgré le fait que Microsoft n'a pas de système d'exploitation prêt à l'emploi. Donc pour faire court, en réalité, comme je vous l'ai dit à la miniature, Bill Gates n'a pas volé Windows. Il a tout simplement saisi une opportunité et il a été intelligent puisque Kildall tout simplement pour pouvoir saisir l'opportunité et faire de lui en un moment donné l'homme le plus riche de la planète. Ce qu'il faut noter également ici, c'est que Bill Gates n'avait pas le système d'exploitation sous la main. Ils sont connus tout simplement comme étant une entreprise qui proposait un langage de programmation plus basique par rapport aux autres. Mais le système d'exploitation n'était pas à leur possession. Mais ils ont quand même accepté. Pourquoi et comment il a fait? Vu qu'il n'a pas le produit, mais il a accepté. Alors pour répondre à la demande d'IBM, Microsoft a acquis une licence pour KDOS, qui signifie tout simplement Quick and Dirty Operating System, développé par Tim Peterson de Seattle Computer Products. Tout simplement, Bill Gates est parti acquérir la licence pour KDOS, un autre système d'exploitation appartenant à une entreprise qui s'appelait Computer Products, une entreprise dont le propriétaire était Tim Peterson. Donc Microsoft a rapidement modifié et a rebaptisé KDOS en MS-DOS, qui signifiait tout simplement Microsoft Disk Operating System. Il est parti, il a acquis la licence d'une autre entreprise, il est venu, il a modifié le nom, tout simplement le produit est le même intact, juste le nom en MS-DOS. Ce qui était KDOS en MS-DOS, qui signifiait Microsoft Disk Operating System. Et alors Microsoft a ensuite vendu MS-DOS à IBM sous un accord de non-inclusivité permettant à Microsoft de conserver le droit de vendre MS-DOS à d'autres fabricants. Donc cette décision stratégique s'est avérée cruciale pour l'avenir de Microsoft. C'est-à-dire, il est parti, il a copié, il a pris tout simplement textuellement le même produit, il a modifié le nom, il a rebaptisé KDOS en MS-DOS et maintenant il est venu vendre ça à IBM. Maintenant dans la vente également, au lieu de vendre tout simplement le produit, il a été plus intelligent, il a signé tout simplement un accord qui lui donne le droit de vendre le même produit à d'autres entreprises tout simplement, ce qui veut dire que le même produit, il est libre de vendre ça à d'autres entreprises. Donc techniquement, ou je ne sais pas, naturellement, il va faire plus de cash sur le même produit. Très ingénieux. En 1981, IBM a lancé donc son premier PC avec MS-DOS. Comme vous le savez, ou bien comme vous l'aurez imaginé, le succès de IBM PC a propulsé MS-DOS de Bill Gates en tant que standard industriel éclipsant CP/M de Gary Kildall. L'accord de non-exclusivité a permis à Microsoft de vendre MS-DOS à d'autres fabricants de PC, consolidant leur position dominante dans l'industrie. Ce que vous allez me demander maintenant, après tout ce coup-là que Bill Gates a fait, ce coup-là que Bill Gates a assigné à Kildall, qu'est-il devenu ce dernier? Tout simplement, Gary Kildall et Digital Richesse, ils ont tenté entre-temps de rattraper leur retard avec des produits comme GEM, ce qui veut dire Graphic Environment Manager, un système d'exploitation graphique avant-gardiste. Ils ont également créé TR-DOS, une alternative améliorée de MS-DOS. Il y avait aussi Plink, c'était un programme de communication qui contribue aux premières formes de réseau informatique. Et ils ont fabriqué également CP/M86 qui dans le temps a voulu concurrencer MS-DOS. Donc c'était le système d'exploitation graphique. Mais ce qui est triste, c'est qu'ils n'ont jamais retrouvé leur position de leadership qu'ils avaient avant l'ascension de MS-DOS de Bill Gates. Quant à Gary Kildall, quelques années plus tard, il est décédé le 11 juillet 1994 à l'âge de 52 ans.
très jeune en plus. Les circonstances exactes de sa mort sont méconnues et entourées de spéculations. Ce qui est généralement admis est qu'il est mort dans un accident. Kildare aurait été impliqué dans une altercation dans un bar en Monterey, en Californie, qui aurait entraîné une chute et une blessure à la tête. Les détails exacts de l'incident restent flous. Mais il est généralement admis que cette blessure a conduit à sa mort quelques jours plus tard. Alors voici un peu l'histoire. L'histoire de Gary Kildare, IBM et Bill Gates illustre comment des négociations commerciales et des décisions stratégiques peuvent transformer l'industrie technologique. Gary Kildare, malgré son génie et ses innovations, a manqué une opportunité clé, tandis que Bill Gates et Microsoft ont su capitaliser sur une situation favorable pour dominer le marché. Cette histoire reste une leçon importante, selon moi, sur l'importance de la flexibilité et de la stratégie commerciale, de l'anticipation des opportunités dans le monde en constante évolution de la technologie. L'histoire de Gary Kildare, IBM et Microsoft est une leçon sur l'importance des négociations commerciales, des opportunités stratégiques et de l'innovation dans le secteur technologique. Bill Gates et Microsoft ont capitalisé sur une opportunité, tandis que Kildare et Digital Research ont malheureusement manqué une occasion cruciale de collaborer avec IBM, qui était à l'époque la plus grande entreprise technologique dans la fabrication des ordinateurs à l'époque. Alors là, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aurait plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, partagez autour de vous. Vous pouvez aussi en profiter les autres. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt.